C'est le temps du droit de réponse. Vous avez entendu toutes ces colères, toutes ces injustices ressenties, vécues. Et à la veille de cet événement, cette grève générale importante, et dans certains secteurs qui sera reconductible du 5 décembre, nous avons demandé, et nous les en remercions, car ce n'est pas forcément évident d'aller répondre quand il y a de l'adversité, de la critique, à deux députés de La République En Marche de répondre à tout ce que vous avez entendu. Laetitia Avia, vous êtes députée de là où on est, en partie du 12e arrondissement, de la 8e circonscription de Paris. Et vous, Laurent Pietraszemski, vous êtes député de la 11e circonscription du Nord. L'un comme l'autre, vous incarnez ce que fut la promesse de l'élection d'Emmanuel Macron. La société, ses forces vives. Vous n'étiez pas en politique avant, vous étiez avocate, vous étiez du côté, et c'est au cœur de notre sujet, de ce qu'on appelle les RH dans les entreprises, les ressources, relations humaines. Et vous avez forcément en partie entendu, mais vous n'avez peut-être pas besoin de venir à Mediapart pour les entendre, combien il y a en profondeur dans le pays le sentiment d'un décalage. C'est ce que rappelaient tous ces extraits que nous donnions entre un pouvoir dont on a le sentiment que, contrairement à la promesse que vous-même incarniez, qui est hors sol, hors de la société, hors de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Vous avez vu tous les secteurs qui s'expriment et qui sont de bonne foi, qui ne sont pas manipulés, qui sont authentiques. Qu'est-ce que vous avez d'abord, tout simplement, à leur dire ? C'est une question assez dense et je vais essayer d'y répondre de façon assez concise pour qu'on puisse avoir le temps de l'échange. Nous avons en effet entendu beaucoup de personnes avec des profils très différents et de manière générale un message que l'on entend, et je vais me permettre de le résumer de manière très simple. Pas content, ça ne va pas. C'est vrai. C'est tout ce qu'on a entendu dans ce début de soirée. Et vous l'avez dit vous-même, c'est quelque chose qu'on entend, bien entendu, en notre qualité d'élu. On rencontre énormément de personnes. On n'est pas des élus hors sol. On échange avec un maximum de personnes. Et bien entendu, je ne vais pas vous dire que j'ai découvert quoi que ce soit au cours de ces échanges. Et j'espère bien que ce n'est pas ce que vous attendiez de notre part, que de découvrir cela. Encore heureux, bien sûr. Mais moi, ce que je retiens, c'est que dans tous les échanges que j'ai, il est extrêmement rare, qu'on se retrouve en situation d'impasse. Puisque dans le dialogue, dans l'échange, avec des personnes qui viennent nous dénoncer des situations difficiles, d'injustice, ou qu'elles ressentent comme telles, comme étant une injustice, lorsqu'on pousse le dialogue, lorsqu'on pousse l'échange, lorsque l'on est confrontés les uns aux autres, et qu'on arrive à mettre les choses sur la table et peut-être parfois aller voir soit avec plus de recul ou de rationalité, eh bien on arrive à trouver des solutions, on arrive à voir peut-être les choses de manière moins noire ou moins dans une morosité exacerbée que moi j'ai beaucoup ressenti dans cet enchaînement de prises de parole et qui, permettez-moi de le dire, du coup, me semblait d'un certain déséquilibre. Donc c'est vrai que c'est important que nous soyons là aussi pour porter une voix différente. Et je voudrais quand même conclure sur un dernier élément. La toute dernière prise de parole, j'ai entendu un mot qui m'a fait frémir. Un régime autoritaire. La France serait un régime autoritaire. Vous connaissez les régimes autoritaires. Dans un régime autoritaire, une émission telle que celle-ci n'existerait pas. On va y revenir sur qu'est-ce que veut dire cette question autoritaire, parce que nous-mêmes, Mediapart, nous l'avons employé. Mais Laurent Pietraszemski, et avant que mon collègue Emmanuel Jardino, il suit votre groupe à l'Assemblée, vous le connaissez parfaitement, nous traitons ce qui se passe à En Marche et de façon précise, et y compris les débats que vous avez en votre sein, reviennent avec des questions plus précises. Quelle est votre réponse, encore une fois, pas à nous d'abord, mais à ceux qui ont parlé et à ceux qui nous écoutent? Il y a dans les expressions qu'on a entendues ici, je ne conteste pas beaucoup de ressentis personnels, voire d'émotions.
Du vécu, concret. Et sans doute aussi du vécu. Vous savez, moi je suis élu d'Armentières. C'est une cité, une ville industrielle qui a eu beaucoup de difficultés dans la fin des années 70-80. Vous savez, quand je vais boire un verre sur la place, régulièrement, je rencontre le policier du commissariat, qui se reconnaîtra, le retoucheur, le patron du bistrot. Des gens qui sont là, qui sont modestes, et qui sont aussi tous nos concitoyens. Certains ont voté pour moi, d'autres pas. Alors oui, comme Laetitia Avia l'a dit, mais je crois que c'était l'exercice, et on en a été convenu en venant vous voir, pas découvert qu'il y avait des difficultés dans notre pays, et qu'il peut y avoir aussi une forme de tension sociale qui s'exprime. En même temps, je vous le dis franchement, à Armentières ou ailleurs, hein, parce que je n'ai pas la volonté ici de réduire mon propos à simplement ce que je connais. Mais je crois aussi qu'il y a de belles histoires, de belles réussites, de personnes qui construisent, qui trouvent leurs équilibres. Et je crois que la question, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut et comment on construit la société ensemble, y compris avec tous ceux qui sont intervenus juste avant et qui ont fait part de ces difficultés. Alors justement, pour construire la société ensemble, encore ne faut-il pas peut-être monter les uns contre les autres. Et vous avez entendu un certain nombre de déclarations du président de la République, mais aussi d'un certain nombre de vos collègues à l'Assemblée, analyser le mouvement social et la mobilisation du 5 décembre. Le président de la République lui-même disait que ce mouvement était de ceux qui voulaient défendre les régimes spéciaux. Je vais reprendre aussi... Comme défendre un privilège. Comme défendre un privilège. Je vais reprendre aussi ce qu'avait... C'est une interprétation que nous vous livrons. Je vais prendre aussi ce qu'a dit Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, il y a 10 jours dans le JDD, où il disait que c'était une mobilisation pour conserver les inégalités. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens qui vont faire grève demain, qui vont se mobiliser, qui vont perdre du salaire, vont le faire pour préserver des inégalités? Je crois que s'il y a une chose qu'on peut dire, et surtout après le panel, il y a une dizaine d'intervenants auparavant, c'est que la mobilisation de demain, il faut quand même le dire, elle sera illisible. Il y a une mobilisation dont le mot d'ordre concerne la réforme du régime des retraites. Et en ce qui concerne cette réforme, aujourd'hui, les éléments qui sont sur la table, et Laurent pourra venir plus en détail sur ces éléments-là, sont la suppression des régimes spéciaux. Et je suis revenue sur le terme tout à l'heure de privilèges, parce qu'il ne s'agit pas de privilèges, il s'agit de particularités, qui ne sont pas forcément des privilèges, mais qui sont des particularités. On ne peut pas dire que s'il y a des régimes spéciaux, c'est qu'il n'y a pas de particularité. Voilà. Et donc, on a, d'un côté, une réforme qui arrive avec cette suppression des régimes, et donc des personnes qui s'opposent foncièrement à cette suppression des régimes, mais il y a aussi tout ce que vous avez tout à l'heure brassé comme mécontentement, comme situation, qui sont des situations qui peuvent être complètement différentes. Tout à l'heure, quand Caroline Dehaze vient nous parler de la lutte contre les violences conjugales, c'est pas la question de la réforme des retraites. Elle sera demain aussi mobilisée. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et donc oui, il va y avoir une vraie question de lisibilité de ce qui se passera demain. Et moi, j'entends ça comme un mouvement de mécontentement pour dire oui, on n'est pas satisfait de la situation de l'État aujourd'hui. Mais ça, je l'entends, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Ça fait partie, comme vous l'avez dit, en effet, des raisons pour lesquelles nous sommes arrivés en responsabilité, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que nous sommes, nous, exclusivement ceux qui avons créé une situation telle que des personnes, depuis des décennies, sentent qu'il faut bousculer notre pays. Au contraire. Mais vous renvoyez très souvent dans votre discours que, effectivement, ça ne date pas d'hier. Et on ne peut pas nier que ça ne date pas d'hier. Effectivement, nous avons eu le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le quinquennat de François Hollande, où la destruction du modèle social avait déjà commencé. Quand vous dites que ça ne date pas d'hier, finalement, c'est le même genre de politique, quand même, que vous menez.
de réduction budgétaire, d'attaque du modèle social. Je pense à la réforme de l'assurance chômage, je pense à la baisse des APL, je pense à la suppression de l'ISF. Donc vous pouvez vous renvoyer vers le passé, finalement, vers une politique que vous soutenez et que peut-être vous accélérez. Vous ne croyez pas que c'est le cas ? Non, bon, d'abord, c'est votre lecture. Je vais essayer de la démonter un petit peu, parce que je suis pas d'accord vous êtes avec là vous. pour ça. C'est votre droit de réponse. C'est pour ça que je pose la question. Donc, je me permettais d'annoncer. Je me permettais d'annoncer la teneur de mes propos, pour pas que vous en soyez surpris. Mais je n'étais pas surpris de la teneur des vôtres. D'abord, je réagis, moi, quand j'entends destruction du modèle social. La destruction du modèle social dans un pays où près de 60% du PIB constitue des transferts sociaux. Enfin, je veux dire, il faut être juste objectif. On peut discuter de choses qu'il y a à améliorer. Moi, j'en conviens qu'il y a des choses à améliorer. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens, pour voir ce qu'il y a aussi à améliorer et réfléchir avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que ça m'aide à progresser. C'est évident. Mais on ne peut pas dire que dans notre pays, on est en train de détruire le modèle social. On est en train, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on est en train de le reconstruire. Parce qu'effectivement, notre modèle social, il est bousculé. Il est bousculé par l'évolution de la société, il est bousculé par la digitalisation, il est bousculé par le commerce international, il est bousculé par un certain nombre de choses qui, de toute façon, arrivent. Vous et moi, on peut se mettre ici dans la salle en refusant que la vie change, que le monde change. Mais la vie et le monde changent. Mes filles, elles ne vont pas vivre leur vie de jeune femme comme leur mère l'a vécu. Et ça sera pareil pour tout le monde. Simplement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que ce devenir, la façon dont nos enfants vont vivre leur vie, soit une belle façon. Et l'engagement que nous avons, vous avez raison de dire que nous représentons cet espoir, et j'espère l'incarner toujours, c'est pour ça que je viens, pour le partager. Eh bien, nous, ce que nous incarnons, c'est cette volonté de faire autrement. Alors, autrement, non, c'est pas attaquer le modèle social. Autrement, c'est en construire un nouveau, c'est rechercher des équilibres, c'est passer du temps pour écouter là où c'est difficile, parce que vous avez raison sans doute. On n'a pas suffisamment passé de temps pour écouter. Et je ne parle pas que depuis 2 ans et demi, je parle globalement. On n'a pas assez de temps, et ce n'est pas une question de nommer les uns ou les autres, parce qu'effectivement, il faut passer du temps pour s'écouter, parce que c'est ça qui crée après notre capacité à échanger, et pas de se braquer les uns contre les autres, en se disant oh, on est dans un régime dictatorial, policier, alors que sur le fond, si on se posait simplement, on comprendrait bien qu'on est en démocratie, voilà, et que sur le fond, on est heureux de cette démocratie, elle est belle, la démocratie française, on nous l'envie partout dans le monde. Donc la question, c'est ce qu'on en fait. Laurent Peter-Wemski, vous savez, on est un journal, nous, et on suit au plus près ce qui se passe dans la société, y compris quand quelque chose émerge, comme votre nouveauté, on l'a suivi. Vous ne pouvez pas dire ça aujourd'hui, au bout d'1 an. Vous êtes comme nous, dans la société. Vous êtes d'une majorité qui est incarnée par un homme qui, dans sa forme de communication, a incarné ce qu'on appelle le mépris de classe. Jojo le gilet jaune. Moi, je traverse la rue et je vous trouve un job. Il a incarné ça. Et ça, excusez-moi, je compte. Après, je veux dire, voilà, qu'il y ait des divergences, des orientations différentes. Mais il y a eu l'incarnation au sommet de l'État, et répercutée par d'autres, la citation de Richard Ferrand étant celle-là, d'une forme de mépris profond. Et vous, qui êtes plutôt du côté des questions sociales, vous qui êtes issu d'une bataille sur comment on renouvelle la politique, y compris socialement, la diversité et tout, vous ne pouvez pas ne pas entendre ça, ne pas vous interroger là-dessus, ne pas reprendre votre liberté. Je rappelle que vous êtes député de la nation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas député ligoté au président, vous êtes d'abord député de tout le monde. Et nous vous posons cette question, car depuis 1 an, face aux Gilets jaunes, c'est ça que nous avons vécu. C'est ça qui nous a surpris dans une telle morgue, dont la traduction, on en parlera peut-être, d'où le mot autoritaire, c'est un maintien de l'ordre qui est un des plus violents qu'aucune démocratie ne connaisse aujourd'hui. Même à Hong Kong, la Cour suprême interdit des choses qui se pratiquent aujourd'hui en France, dans la violence du maintien de l'ordre. Excusez ma tirade, mais comment dire, elle est sincère. Je crois à votre sincérité de vos engagements, et je me dis, mais quand même, qu'ils prennent leur liberté, qu'ils se soulèvent, qu'ils disent que quand même, y compris à En Marche, on ne peut pas aller dans le mur comme ça. C'est intéressant, juste un mot, pardon Laetitia.
dit un mot, vous me regardiez, donc j'ai cru comprendre. Non, je réagissais à ce que vous disiez. Voilà, je ne doute pas de votre sincérité. Je vous ai lu il y a longtemps, quand j'étais jeune, sur d'autres supports qui étaient plus physiques. Moi, j'aime bien le papier. Je pense qu'il y a une extrême sensibilité dans notre société à ce qui peut être dit ou fait par ceux qui incarnent cette société. Et vous soulignez des éléments, et le président de la République lui-même a dit, mais s'il a pu heurter certains, il en était désolé, il s'en excusait, ce n'était pas son souhait. Ce qu'il souhaitait, c'était montrer qu'il y avait des choses de possibles dans notre France. Ce qu'a dit Laetitia tout à l'heure, c'est que, bien sûr, il n'y a pas de doute sur le fond, la sincérité, bien sûr, de tous ceux qui sont intervenus avant. Mais peut-être on aurait pu aussi, mais ce n'était pas l'objet, j'ai compris, du débat, montrer des belles réussites, des personnes qui sont issues des quartiers prioritaires de la ville, comme chez moi, à Armentières ou à Lille, et qui créent des choses, qui sont dans l'associatif. J'étais récemment encore avec certains d'entre eux. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas binaire. Alors, je ne vous fais pas le reproche de vouloir montrer ce qui ne va pas. Je crois que c'est votre rôle. Vous êtes dans une réussite. Mais vous savez que vous êtes dans une réussite. Il y a beaucoup de réussite. C'est une réussite. Je pense qu'il y a beaucoup de réussite. Interrogez-vous là-dessus. C'est une réussite qui vous interpelle. Et je suis tellement libre. Je suis tellement libre, parce que vous le savez, on est libre dans sa tête et par sa pensée. Et c'est parce que je raisonne, parce que j'ai eu la chance de bénéficier d'une éducation, que je rêve pour tous les enfants de ce pays qui bénéficient de la même éducation, de la même ouverture, de la même culture, parce que c'est ça qui leur permettra d'être libres dans leur tête et de ne pas être d'accord avec vous, même quand vous êtes sincère. Laetitia, je crois que vous vouliez compléter. Oui, je voulais répondre sur 2 éléments. Prendre votre liberté. Moi, je suis pleinement libre. Je suis pleinement libre et je suis pleinement engagée auprès de la République En Marche parce que je le souhaite. Je suis porte-parole de la République En Marche et je l'assume pleinement. Tout ce qu'on porte, les sujets sur lesquels je travaille, tout ça, je le fais avec mes pleins pieds, mes pleines mains, mais vraiment sans la moindre réserve. Emmanuel Macron, je tiens à le dire, c'est quelqu'un que je connais personnellement depuis une dizaine d'années. Et quand j'entends parler de mépris le concernant et de mépris de classe, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui m'a repéré quand j'étais j'avais la vingtaine, j'arrivais de ma banlieue et c'est quelqu'un qui m'a énormément accompagnée, dès l'époque jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je peux vous dire que jamais, 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 je ne l'ai vu faire preuve de mépris vis-à-vis de qui que ce soit. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a exprimé. Et vous avez, et vous le savez très bien, pléthore de moments où il va à la rencontre de personnes, il découvre des situations, des réussites. Il y a de très, très belles images, il y a de très beaux moments de réalité, de sincérité entre le président de la République et certains de nos concitoyens. Mais on le sait très bien, ça n'intéresse pas, ça ne fait pas vendre. Et la petite phrase, en revanche, la petite phrase assassine qui est sortie de son contexte, eh bien sûr, ça s'apprend. Alors oui, il faut maîtriser les codes de la communication. Et oui, il faut éviter que ces moments se reproduisent. Et le président de la République l'a pleinement compris. Mais on ne peut pas parler de l'homme Emmanuel Macron, que je connais pleinement, comme quelqu'un qui méprise qui que ce soit. À Mediapart, on a un avantage, c'est qu'on ne s'intéresse pas à la petite phrase. C'est qu'on s'intéresse à la politique. À la politique telle qu'elle est faite et telle qu'elle s'incarne dans la société. Mais la petite phrase dit aussi quelque chose. Et pour revenir un tout petit peu sur l'actualité, je vais prendre la phrase qu'il citait dans son discours dernièrement, où il disait, sur les régimes de retraite, « Je ne vois pas pourquoi le conducteur de bus d'Amiens n'aurait pas le même régime de retraite que le conducteur de bus de la RATP. » Bien sûr. Alors pourquoi niveler vers le bas? Et pourquoi ne pas dire, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le même régime de retraite aussi favorable et aussi bien négocié que ceux de la RATP. Pourquoi niveler vers le bas? Partant de cette petite phrase, on voit bien une vision de la société. C'est-à-dire qu'on va réduire les droits d'un certain nombre de salariés sur une vision universelle, égalitaire, qui finalement nivelle les droits sociaux vers le bas. Oui, mais
C'est intéressant votre remarque, parce que je crois qu'il y a un postulat qui peut être inconscient ou conscient chez vous, mais je pense que j'en ai chez moi aussi, qui serait que le travail, c'est fatalement mauvais. C'est-à-dire que travailler, c'est pas bien. Ou travailler, c'est égal à de la souffrance. Et donc, la question qu'on peut se poser, et moi je vous donnerai peut-être d'autres exemples, mais je ne voudrais pas être trop long. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que proposer à quelqu'un d'avoir un emploi qui, j'espère, l'intéressera, qui, j'espère, se fera dans de bonnes conditions, parce que tout cela, c'est des éléments que nous pouvons discuter, mais d'avoir un emploi qui l'intéresse, peut-être une progressivité lorsqu'il sera en fin de carrière pour peut-être travailler pas forcément à temps plein et se libérer un peu de temps pour ses petits-enfants ou pour ses loisirs. Est-ce que c'est pas plus intéressant dans une société d'avoir quelqu'un qui travaille, qui a un job qui l'intéresse, qui est correctement rémunéré dans des conditions correctes, entre 52 et 62, ou faut-il avoir comme espérance pour tous qu'on ne travaille plus à partir de 52 ans ou 53 ans? Vous voyez, moi, je prends la même lecture que vous, moi j'en ai une autre, je respecte la vôtre, moi je ne pense pas que c'est tirer vers le bas que de trouver les conditions dans une société pour que le travail soit enrichissant, source d'émancipation, et soit aussi une réalité jusqu'à 60-62 ans, dans la mesure où il est dans ce contexte-là. Alors je ne rêve pas d'un monde façon bisounours. J'ai fait des travaux pénibles dans ma vie. Moi, je travaille depuis que j'ai 18 ans. J'ai fait mes études en même temps. Ça ne m'a pas empêché de réussir mes études. Ça doit être faisable. Et je peux vous dire qu'en réalité, je sais bien qu'il y a des travaux pénibles. Quand on porte des sacs de 50 kg de farine pour remplir le pétrin, c'est plus fatigant que lorsqu'on est assis à son bureau en train de faire des ressources humaines. Donc j'ai une bonne conscience des deux niveaux de difficulté. Mais je pense que ce n'est pas antagoniste. Donc je ne crois pas que c'est tirer vers le bas que de permettre à ceux qui sont au travail de s'y maintenir dans des bonnes conditions et de créer les conditions d'une fin d'activité progressive où ils auront aussi une possibilité d'épanouissement. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Vous voyez bien, c'est intéressant que vous rappeliez votre propre itinéraire, comme Laetitia Avia tout à l'heure. Qu'est-ce qui est derrière la question des pensions de retraite? C'est la question des relations entre générations. Qu'est-ce qui est derrière l'assurance chômage? C'est la question des solidarités entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce qui est derrière l'assurance maladie? C'est entre ceux qui ont les moyens de se payer des médecins privés et ceux qui n'ont pas les moyens, etc. En clair, qu'est-ce que je veux dire? On sait tous qu'on est des individus et qu'on peut réussir en se battant individuellement. Mais derrière la question des droits sociaux, c'est quoi la question? C'est la question de la solidarité dans une société. Et votre expression témoigne du message qu'envoie le pouvoir. Vous pouvez vous en sortir. Battez-vous, débrouillez-vous. Chacun pour soi. Absolument pas. Je vous renvoie à ça, puisque vous me parlez de votre chemin personnel. La question des solidarités. La question des solidarités est essentielle. Et de ce point de vue, il y a quelque chose qui fait qu'on a tous le sentiment qu'il y a une entourloupe. Si vous annoncez une réforme très importante, vous la mettez sur la table. Vous avez entendu l'extrait de M. Macron tout à l'heure? Il a dit « Mais je ne vois pas de contre quoi il se mobilise, puisqu'on ne sait pas encore. » Ah bon? C'est-à-dire, vous annoncez une grande réforme, mais vous n'annoncez pas tout le détail de cette réforme. Je crois que ça va être annoncé la semaine prochaine. Et encore, genre, on attend, on regarde. Mais on donne les règles. On joue loyalement dans une négociation. Vous avez été RH dans des entreprises. Vous ne dites pas aux gens on va discuter de ça et je vous dirai dans 15 jours comment ça se passe. Vous mettez les choses sur la table. C'est ça une négociation. Vous avez été dans le monde réel, pas comme M. Macron qui a été qu'inspecteur des finances et il ne connaît pas le monde réel. Non, je souligne ça parce que ça nous révolte, y compris nous. On est de bonne foi, mais on ne comprend pas des choses comme ça. On ne comprend pas que sur des choses si importantes pour la population, on gère ça comme ça. Mais je crois que si on revient 12 mois auparavant, on nous a dit, vous avancez bille en tête, vous avez votre vision des réformes, c'est verrouillé, on ne peut rien faire, et c'est comme ça avec ce gouvernement. On entend, on change de méthode, on lance un grand débat. Durant ce grand débat, on nous dit, le grand débat, ça ne doit pas être juste une fenêtre, une parenthèse dans la vie politique. C'est comme ça que les choses doivent se faire maintenant pour tout ce qui va changer le quotidien de chacun. Réforme des retraites, dont on a annoncé les grands principes depuis la campagne. J'étais là, j'ai mené ma campagne aussi en défendant cette réforme des retraites. Cette réforme du régime par points qui garde la solidarité, qui garde la répartition, tout en étant par points, je le précise. Et là, quand on dit
eh bien, on lance une concertation citoyenne. À côté de cela, on continue la concertation avec les différentes parties prenantes. On nous dit, mais attendez, il est où le projet sur la table? Alors moi, je veux bien tout entendre, mais que veut-on in fine? On concerte ou on ne concerte pas? On arrive bille en tête ou on n'arrive pas bille en tête? Et c'est là où il y a un problème qui n'est pas simplement de sémantique, mais qui est un vrai problème politique. C'est que vous parlez de concertation. C'est-à-dire que depuis 2 ans, il n'y a plus de négociation. La négociation a disparu du champ social. Vous parlez de concertation. Et je ne le nie pas. Chacun à votre niveau, je sais que vous faites énormément de rencontres, que ce soit avec des citoyens ou avec des acteurs du monde social. Je sais qu'au niveau du gouvernement, ils le font aussi. Mais la concertation, ce n'est pas de la négociation. Et donc, on a perdu ça depuis 2 ans et demi dans le champ social et politique. Et donc, comment arriver à un consensus lorsqu'on n'est que dans la concertation, c'est-à-dire, finalement, on est finalement, nous, en train de nous concerter, et non pas dans la négociation où on a un objectif d'arriver ensemble vers un point d'atterrissage. Et là, je crois que dans le champ social, il y a une vraie différence dans ce quinquennat-là avec les précédents. Laurent pourra revenir dessus, mais quand le Premier ministre nous indique tous les sujets sur lesquels le débat est encore ouvert, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a de la place à la négociation? En même temps, M. Darmanin dit non, il n'y a pas de débat dimanche dernier. Il dit on ne changera pas. Il faut comprendre. Sur les piliers structurants. Je vois votre collègue qui rigole. M. Darmanin, il a dit l'inverse dimanche dernier. Mais je souris parce que vous avez une façon très alerte de rebondir sur les propos de Laetitia. Moi, je trouve ce débat intéressant. Ce que je voudrais poser, puisque c'est un sujet intéressant, est-ce qu'on est en concertation ou est-ce qu'on est en négociation? En fait, la question, c'est celle de la finalité. C'est ça qui distingue les 2 termes. Bon. Le gouvernement concerte, c'est-à-dire qu'il se fait son idée, il va prendre ses responsabilités. C'est aussi ça que cela veut dire. Moi, je pense que c'est bien, quand on est en responsabilité, de prendre ses responsabilités. Tous les sujets ne sont pas des sujets de concertation. Tous les sujets ne sont pas des sujets de négociation. Alors, quid de la démocratie sociale qui fait aussi cohésion dans la société? Je pense que vraiment, votre question est intéressante. D'ailleurs, vous avez vu que je n'ai pas dit qu'il faudrait faire que des concertations. J'ai dit ça dépend le type d'objectif que nous avons. Lorsque nous retrouvons, je dis nous, l'ensemble des participants à la concertation ou l'ensemble des participants à la négociation. Mais je pense bien, quand même, que lorsque celui ou celle qui doit décider in fine donne la couleur de cet échange et dire, écoutez, c'est moi qui vais porter la décision in fine. Et donc, c'est une concertation, parce que je veux m'enrichir de vos avis, mais j'assumerai la décision. C'est ça, la concertation. Lorsqu'on est dans une négociation, nous cherchons un contrat que nous allons co-signer et nous assumerons ensemble la solution qui sera trouvée. Donc de temps en temps, il y a des sujets où nous sommes dans une négociation et nous avons un contrat au final, et de temps en temps, il y a des sujets où c'est une concertation, où le décideur s'enrichit des avis des acteurs concernés et prend sa décision et porte sa responsabilité. Alors, peut-être que vous voulez nous interpeller sur le fait que vous trouvez qu'il y a trop de concertation et pas assez de négociations. C'était un peu le sens de mon interpellation. Voilà. Non, mais je me permettais, je voulais pas être trop didactique, mais je me permettais quand même de venir sur ce sujet-là, parce que c'est un tout petit peu technique, mais pas trop quand même quand on passe 1 minute 30 sur le sujet. Donc, quand le gouvernement a en responsabilité de décider, parce qu'il engage notamment le budget de la nation, l'argent public, c'est sa responsabilité, il est en concertation. Lorsqu'il dit aux partenaires sociaux, trouvez une solution sur l'assurance chômage, les partenaires sociaux n'en trouvent pas. Il reprend, et évidemment, il refait une concertation, mais il ne fait qu'une concertation, puisque c'est lui qui va assumer la décision. Donc voilà, je veux dire, on peut lui reprocher de prendre seul la décision, et dans ce cas-là, c'est quand même logique qu'il fasse qu'une concertation. Vous savez, dans la Constitution française, il a fallu un siècle pour avoir ces mots qui étaient considérés au milieu du XIXe siècle comme des rouges, des radicaux, des révolutionnaires. C'était en 1848, la gauche du Parlement disait « on est pour une république démocratique et sociale ». Il a fallu un siècle, la catastrophe européenne, pour que dans notre Constitution, celle que vous incarnez, le préambule dit « la France, c'est une république démocratique et sociale ». Une république démocratique et sociale, c'est celle où il y a vous, il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a vos idées, vos convictions, mais il y a la société. Et une fois que vous avez été élu, la société, elle a le droit de protester,
de dire « Ah non, on veut pousser tel sujet alors que vous vouliez pousser tel autre, etc. » Ça s'appelle le droit de se réunir, le droit de manifester, le droit de protester, et ainsi de suite. J'aimerais avoir votre sentiment, encore une fois, de vous deux, qui êtes venus de la société dans le cadre du Chamboultou de 2017. Le Chamboultou, c'est aussi les Gilets jaunes, comme vous. C'est des gens, ils n'étaient pas en politique, ils n'étaient pas militants, ils viennent du peuple. Et ils disent à un moment, à partir de la question des carburants, il y a telle question, il y a une injustice fiscale. Et de là, ils passent à une autre question, etc. Depuis 1 an, ils font ça. Comment avez-vous vécu et qu'est-ce que vous ressentez? Car je n'ai jamais vu ça, moi, comme journaliste. Et j'ai été rubricard police pendant 10 ans. La violence policière. Comment demain, il y aura des grandes manifestations. Il y a 6000 policiers mobilisés rien qu'à Paris pour une manifestation d'organisations qui sont reconnues, de syndicats, etc. 25 œils perdus, 5 mains arrachées, 10 000 gardés à vue. Ça impacte au-delà des nombres que je viens de dire. Vous voyez le nombre de familles, et vous devez le rencontrer sur vos circonscriptions, de gens qui sont concernés. Comment expliquez-vous? Et c'est là où vient le mot autoritaire. Qu'en France, pays des droits de l'homme, une présidence élue pour la rénovation de la vie politique s'est comportée comme aucune présidence avant elle ne s'est comportée face à des mouvements sociaux. En lâchant les freins, en ayant un ministre de l'Intérieur qui dit « je serai toujours derrière la police ». Un ministre de l'Intérieur, il vaudrait mieux qu'il soit devant la police et pas derrière. Je vous pose humainement cette question. Vous évoquez des choses qui sont, en tout cas en ce qui me concerne, très différentes. Je vous le dis, parce qu'en tant que député de Paris, je pourrais vous dire que je connais que la situation parisienne, mais le fait est que je me déplace beaucoup et que j'ai vraiment pu voir la différence entre ce qu'on appelle les gilets jaunes des ronds-points et ce qu'on a vécu tous les samedis à Paris. Ce n'est pas la même chose. Ces personnes qui sont, il y en a encore qui sont d'ailleurs encore autour de ronds-points, ces personnes qui viennent nous dire qu'elles veulent plus de justice sociale, qu'elles veulent plus de démocratie, plus de vitalité de la démocratie, mais bien sûr, on est d'accord à 100%. Bien sûr que, et c'est aussi pour ça que nous, on s'est engagé en politique. Bien sûr qu'on est pour ce renouveau de la vie politique. Moi, ce qui m'a même personnellement, puisque vous me posiez la question, déçue, c'est de considérer qu'à partir du moment où nous sommes élus, donc 19 juin 2017, on perd tout notre historique. Moi, je suis dans la catégorie des élus, des élites, des privilégiés, et peu importe toute mon histoire, peu importe qu'on ait vécu à 6 avec un SMIC, non, je ne sais pas comment on vit quand on a des difficultés en France parce que je suis une élue. Ça, c'est un problème aujourd'hui dans nos discussions aussi avec nos concitoyens. La légitimité, côté, ça se construit tout le temps. Oui, mais le problème, c'est qu'on a un sujet qui est lié au statut et que dès lors que quelqu'un bascule dans un statut, et notamment le statut d'élu, eh bien, on considère qu'il ne connaît plus, qu'il ne voit plus, qu'il ne ressent plus, qu'il ne sait plus ce que le peuple vit. Et ça, c'est faux. Et à côté de cela, donc, il y a cette partie de la population à qui moi je continuerai, mais toujours de m'adresser. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur ce qu'on a vécu tous les samedis à Paris. Et toutes les violences en répression sont légitimes face à ça. Tous ces casseurs que nous avons eus à Paris, toutes ces violences, tous ces commerçants qui, toutes les semaines... Les casseurs ont toujours existé dans des manifestations. Moi, je ne les ai jamais connus avec une telle violence. Jamais. Alors, si c'est votre cas, moi, en tout cas, je ne les ai jamais connus avec une telle violence. L'État doit savoir se maîtriser face à ça. Quand je fais le tour des commerces, et c'est ce que je fais par exemple... Ça ne vous émeut pas, les chiffres que j'ai dit. Moi, ce qui m'émeut aujourd'hui, c'est quand je fais le tour de mes commerçants, quand je dis mes commerçants, je veux dire ceux de ma circonscription, en prévision... Un Fouquet, ça se reconstruit, un œil, ça ne se retrouve pas. Vous voyez, une main, ça ne repousse pas. Je vous dis ça parce que l'indifférence à ces questions-là m'étonne. Ce n'est pas une indifférence. C'est que moi, je peux vous dire que un commerce, la fleuriste qui est au coin de la rue de la Nation, qui tous les samedis a dû fermer son magasin, qui n'a pas réussi à atteindre son chiffre dans une entreprise familiale, eh bien oui, c'est pas le Fouquet. Mais ça vaut le fait qu'on enlève des yeux et qu'on arrache des mains. Je vous dis pas. Je vous pose cette question. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est
est-ce que nos concitoyens aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est comment faites-vous pour maintenir l'ordre? Comment se fait-il que ces personnes aujourd'hui viennent impunément casser nos boutiques, casser nos vies, nous empêcher de vivre? Moi, c'est ce que j'entends au quotidien. C'est la question qu'on me pose au quotidien, c'est que faites-vous pour nous protéger? C'est ce que j'entends. Vous préférez une injustice? Vous préférez pour faire taire les désordres, vous acceptez des injustices? Ce n'est absolument pas ce que je dis. Vous savez, moi je suis... C'est une injustice. Moi, ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est que je suis une avocate et qu'en tant qu'avocate, il n'y a personne, je crois, je me permets de le dire, il n'y a personne qui est plus attaché à l'état de droit qu'une avocate. Okay, donc, il n'y a aujourd'hui, si demain j'ai une violence policière constatée, jugée comme telle, je serai la première. Vous en avez des dizaines sous les yeux depuis un an. Je serai la première à la condamner. Mais apportez-moi une condamnation, un état constaté de violence policière, et je serai la première à la condamner. La commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, il a dit... Qui n'est, je ne crois pas, une juridiction. C'est pour ça que je disais l'état de droit, encore une fois. Je vais vous faire réagir là-dessus avant de terminer, parce qu'il nous reste une minute. Je voulais juste préciser que se retrancher derrière une décision de justice, sans lire, nous on l'a beaucoup documenté, comment l'IGPN a failli dans ses enquêtes, comment une femme de 80 ans à Marseille est morte en étant touchée par une lacrymogène et que personne s'en émeut dans cette majorité. Ça interroge sur la façon dont vous réagissez vis-à-vis de ces violences. C'est la question de la sensibilité. On peut tenir les deux bouts. On peut dire, moi je suis côté de l'État, de l'ordre et tout, mais je comprends, je sens, il n'y a pas eu un mot de la part du pouvoir dont vous êtes les élus, la majorité depuis un an, de ce côté-là. Et Mme Laetitia Avia le confirme de son côté. Elle n'a pas un mot pour ce côté-là. Je pense qu'elle a plus qu'un mot, Louis Plenel. Je pense qu'elle a plus qu'un mot. Le sujet, c'est effectivement la crise des Gilets jaunes a généré à de nombreux endroits, mais principalement à Paris, des formes de happening. C'est des mouvements incontrôlés, d'une rare violence qui a créé, qui n'existait sur le fond, peu ou pas en France jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que même lorsque nous avons des mouvements durs qui ont été organisés par les partenaires sociaux, ils étaient encadrés par les organisations syndicales. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question pour demain, on sait bien que les organisations syndicales vont encadrer, car elles seront nombreuses et qu'elles ont des services d'ordre, elles sont habituées. D'ailleurs, le parcours de la manifestation demain est un parcours classique. Elles connaissent les lieux, les organisations syndicales, elles savent où il y a des points difficiles, elles y mettront en lien avec la préfecture de police leur service d'ordre. Donc on voit bien que lorsqu'on est dans l'exercice de cette démocratie sociale que vous appeliez de vos voeux tout à l'heure... C'est la Constitution. Hein, oui, mais là, le rôle des partenaires sociaux est important. Donc bien sûr que le droit de manifester est un droit constitutionnel, mais là, c'est bien organisé par les partenaires sociaux qui sont des acteurs de la démocratie sociale. Eh bien, on voit que cela sécurise vraisemblablement l'ensemble du dispositif. Donc, bien sûr que personne ne peut être satisfait, personne ne peut être heureux que le maintien de l'ordre génère ce que vous avez décrit. Personne ne peut s'en réjouir. Ce n'est une satisfaction pour personne. Il y a des règles d'engagement pour les forces de l'ordre. Ces règles d'engagement doivent être respectées. Et en même temps, on ne peut pas laisser les commerces, les rues, le bien public être dégradés. Et l'exigence du gouvernement, elle est sur ces deux points-là. Et c'est cela que nous portons. Si c'est massif, si c'est immense, si ça dure, en tant que député, qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement ? Bien, je vais passer, pour des raisons d'organisation du temps, à Paris demain. Je serai sollicité sans doute pour des échanges avec les uns avec les autres, mais je serai vendredi soir dans ma circonscription. D'abord, je serai à l'invitation de Charlotte Lecoq
dans sa circonscription à Cisouin pour faire un atelier citoyen sur les retraites. Et puis je serai à Armentières avec les Armentièrois ce week-end. Et donc je serai en échange avec eux. Ce que je vous ai décrit, ceux qui me connaissent savent bien quel est le débit de boissons dont je parle. On peut boire aussi des boissons non alcoolisées, hein, voilà. Même si dans le Nord, vous savez qu'on a une petite préférence pour celle qui contient du houblon. Et bien sûr que j'échangerai avec eux. Bien sûr que j'écouterai ce qu'ils ont à me dire. Alors, ce que je veux dire, c'est que tout ne se fait pas à Paris. La vie n'est pas qu'à Paris en France. La vie, elle est partout dans les territoires. Donc ce qui se passe à Paris, j'y serai demain parce que c'est mon rôle, ma mission, mais je vais écouter. Non, je parlais de la grève, pas seulement des manifestations, de la reconductibilité possible, hein, des assemblées générales. Mais le vivre ensemble, c'est avec tout le monde, pas qu'avec ceux qui feront grève demain. Ouais. Hein, c'est tout le monde qui m'intéresse. Même question, Laetitia Avia, pour conclure, parce qu'on doit conclure. Juste une précision, tout ne se passe pas à Paris demain, puisqu'il y a énormément de mobilisations et de manifestations qui vont avoir lieu en province. Donc la manifestation massive sera demain à Paris, mais beaucoup aussi en province. Juste pour conclure sur qu'est-ce que vous dites au gouvernement, peut-être pas demain, mais dans les jours qui viennent, si le mouvement se durcit. Tout d'abord, puisque vous avez utilisé le caractère massif, je pense que vous pourrez le vérifier assez facilement. Moi, je ne commande jamais les chiffres. Et je ne considère pas que c'est parce qu'il y a X personnes dans la rue, que ce soit un faible nombre comme un fort nombre, que cela veuille dire davantage. Voilà. C'est ma position. On me demande mon avis personnel, Laetitia Avia. Et Laetitia Avia, elle écoute le fond, la puissance des idées ou la puissance des détresses qui sont en face d'elle. Et parfois, c'est juste une personne qui donne envie d'aller très loin. Voilà. Ça, c'est la première chose. C'est la façon dont je fonctionne. Et donc, moi, j'attends une chose. Et je l'attends comme de nombreux de nos concitoyens. Oui, en effet, on a laissé la porte au gouvernement pour mener ces concertations. Il y a des piliers de cette réforme qui sont en effet inébranlables, parce que sinon cette réforme n'a pas lieu. Mais demain, je veux voir un projet sur la table, et un projet dont on pourra lire que c'est un projet de justice sociale, puisque c'est un projet qui donnera les mêmes droits pour tous, la même façon de concevoir les droits pour tous. Moi, c'est ce que je veux voir sur la table, c'est ça le projet de société que je veux porter. La réforme des retraites, c'est pas une réforme financière, et on le sait très bien, c'est pas quelque chose de budgétaire. En revanche, à la fin de mon mandat, moi, ce que je veux vouloir dire, c'est qu'on a porté une vraie réforme sociétale dont le fondement, c'est de se dire que chaque personne doit être logée à la même enseigne. C'est la, à titre personnel, fierté personnelle que je veux ressentir de cette réforme, et c'est ce que je vais pousser toujours, comme mes collègues, comme les membres du gouvernement, je crois, à ce qui soit construit dans cette réforme des retraites. Oui, nous jugerons sur pièce. Sur cette question de l'égalité, puisque c'est bien le point de départ des Gilets jaunes, c'était l'inégalité fiscale et où tout le monde n'était pas logé à même enseigne. Monsieur Bernard Arnault et Jojo, le Gilet jaune, n'étaient pas logés à même enseigne depuis 2017. Mais on a été très dur avec Sibeth Ndiaye lorsqu'elle a dit que ça allait exactement dans cette même logique d'ailleurs. Oui, mais je souligne qu'il y a eu des décisions fiscales qui ont aggravé l'inégalité fiscale. Et donc vous voyez bien que voilà, nous, on est là pour mettre des réalités qui dérangent sous les yeux de chacun, et il faut tenir tous les bouts. Si on est pour l'égalité, il faut être pour l'égalité fiscale aussi. Voilà. Merci de vous être prêté à ce jeu, qui n'est pas forcément facile, puisque c'est vrai que, ici même à Mediapart, nous l'assumons à partir des informations que nous traitons, combien nous sentons un sentiment à la fois de colère et parfois de tristesse, de désolation par rapport à des promesses qui ont été faites. Voilà. Nous allons continuer en